Avant de commencer, dis-moi de quelle ville nous regardes-tu ce soir? J'aime imaginer que ces histoires touchent des gens dans des endroits que je n'ai jamais visités, des petites villes aux rues tranquilles aux grandes métropoles qui ne dorment jamais. Ce soir-là, je pensais que ce serait juste une autre soirée tranquille. Une tasse de thé, le bourdonnement de la vieille horloge dans mon salon et le doux bruissement de mon rocking chair. Je n'aurais jamais imaginé que Lucas, mon petit-fils, entrerait chez moi et dirait quelque chose qui résonnerait dans ma tête longtemps après la fin de la nuit. Ces mots me tiennent encore éveillée, non pas parce qu'ils m'effrayaient, mais parce qu'ils ont ouvert une porte dans mon cœur dont j'ignorais l'existence. C'était la fin de l'automne, et l'air extérieur était chargé de ce froid glacial qui vous mordit les oreilles et le bout des doigts. Ma petite maison se trouvait à la sortie de la ville, le genre d'endroit où les lampadaires éclairaient faiblement la rue et où l'on entendait le bruissement des feuilles sur le trottoir quand le vent se levait. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. La cheminée crépitait doucement, les rideaux ondulaient légèrement au gré du courant d'air, et l'odeur de cannelle d'une bougie flottait dans l'air. Lucas avait appelé plus tôt dans la soirée, me disant qu'il passerait peut-être après avoir rendu visite à un ami. Je n'y avais pas prêté attention. Il passait souvent à l'improviste, généralement pour me donner de ses nouvelles ou m'aider à la maison. Il avait 26 ans maintenant, grand et mince, avec cette confiance tranquille qui semblait s'être renforcée ces dernières années. Pour moi, il était toujours le garçon qui s'asseyait à ma table de cuisine, agitant les mains, demandant une autre part de tarte. Lorsqu'il arriva, il était un peu plus de 18 heures. J'entendis ses pas sur le porche avant qu'on frappe à la porte. Je l'ouvris et le trouvai debout, les joues légèrement roses à cause du froid, les mains dans les poches de sa veste. Ses yeux, du même noisette profond que ceux de sa mère, semblaient plus pensifs que d'habitude, comme s'il avait réfléchi toute la soirée. « Entre, tu vas geler dehors, dis-je en m'écartant. » Il sourit faiblement et entra, sa présence remplissant la pièce d'une atmosphère familière. Nous nous installâmes dans le salon, et je lui servis une tasse de thé. Il la serrait dans ses mains, fixant la vapeur comme si elle pouvait lui apporter des réponses. Il y avait un poids dans l'air que je ne parvenais pas à nommer. D'habitude, Lucas me racontait rapidement sa journée, mais ce soir, il était plus silencieux, presque hésitant. Les seuls bruits étaient le tic-tac de l'horloge et le crépitement occasionnel du feu. « Tu es terriblement silencieux, dis-je au bout d'un moment, en me penchant en avant sur ma chaise. Tu as quelque chose en tête ? Il me jeta un coup d'œil, puis détourna le regard, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Oui, dit-il doucement. J'ai pensé à toi, au rôle que tu as joué dans ma vie. Sa façon de dire cela me troubla. Je ne savais pas trop où il voulait en venir, mais son ton était différent. Ce n'était pas la manière désinvolte dont on parle de la famille au dîner. C'était plus délibéré. Je ne crois pas te l'avoir jamais dit, continua-t-il, à quel point tu as façonné ma vision du monde et des gens. Ces mots me prirent au dépourvu. J'avais passé des années à me demander si les petites choses que je faisais lui préparer ses biscuits préférés, l'écouter quand il avait besoin de parler, partager des histoires sur son grand-père avait vraiment compté. Et maintenant, il me disait, de sa voix calme et posée, que c'était le cas. Mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose de non dit. Ses yeux s'attardèrent sur moi, plus longtemps que d'habitude, comme s'il se retenait de dire davantage. Je me déplaçai légèrement, ressentant un étrange mélange de fierté, de curiosité et de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. « Lucas, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça ce soir ?» demandai-je. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, la voix basse. « Je crois que j'ai compris que la vie va plus vite qu'on ne le pense, et que parfois, on laisse les choses non dites trop longtemps. » La lumière du feu vacilla sur son visage, projetant des ombres douces qui le faisaient paraître plus âgé, plus sage. Je l'observai un instant, essayant de déchiffrer ses mots. Je sentais qu'il y avait bien plus derrière, quelque chose de personnel, profondément personnel. Je me souvins de l'été qui avait suivi le décès de son grand-père, lorsque Lucas avait passé des semaines ici à m'aider au jardin. Nous avions partagé des matinées tranquilles autour d'un café, des après-midi à tailler les rosiers, et des soirées assises côte à côte sur la véranda, à regarder le soleil décliner. Il y avait eu une proximité à cette époque, une proximité qui n'avait pas toujours besoin de mots pour exister. Mais au fil des ans, la vie l'avait entraîné dans son monde, et moi dans le mien. Parfois,
dit-il, me ramenant au présent, on ne réalise pas l'importance de quelqu'un avant de penser à ce que serait la vie sans lui. Le regard qu'il me lança alors, fixe et scrutateur, me fit halter légèrement. Je pouvais échapper au feu, mais une autre sorte d'énergie montait en moi, une énergie qui n'avait rien à voir avec les flammes. Une partie de moi hésitait, craignant de perturber le délicat équilibre de cet instant. Au lieu de cela, je souris doucement et dis : « Eh bien, je ne compte pas partir de sitôt. » Il me sourit en retour, mais il y avait une trace de tristesse, comme si mes mots ne faisaient que survoler ce qu'il ressentait. Il s'adossa à sa chaise, son thé à la main, mais son regard ne quitta pas le mien. Pendant le reste de la soirée, notre conversation oscilla entre souvenirs et rires partagés. Mais ce moment passé restait suspendu entre nous, comme un fil reliant deux points du temps. De temps en temps, je le surprenais à me regarder comme il l'avait fait plus tôt, et mon cœur battait un peu plus vite. Lorsqu'il partit enfin, la nuit était tombée, et l'air extérieur était glacial. Debout à la porte, je le regardais s'éloigner, le bruit de ses pas s'estompant dans la rue silencieuse. Mais même après avoir fermé la porte, je ressentais encore le poids de ses paroles et de son regard. Et cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant le vent bruisser dans les arbres dehors, je me surpris à revivre tout cela encore et encore. La lueur du feu sur son visage, sa voix, et l'impression qu'il y avait encore quelque chose qu'il voulait me dire, quelque chose que je n'étais pas sûre d'être prête à entendre, mais qui ne cessait de me hanter point et la maison était toujours différente le lendemain d'une longue nuit de réflexion. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, et de fines bandes dorées se posaient sur ma table de cuisine comme des visiteurs discrets. La radio murmurait une vieille chanson des années 70, une de ces ballades qui se construisent lentement, douces comme un souvenir. J'avançais à travers les gestes familiers, les tasses, le léger tintement de la céramique, essayant de m'ancrer dans l'ordinaire tandis que mes pensées revenaient sans cesse aux yeux de Lucas et à ce qu'il n'avait pas dit. Quand l'horloge du couloir sonna, j'avais sorti la cuillère à sucre en argent que je n'utilisais jamais et replié les torchons jusqu'à ce que leurs coins soient alignés comme des soldats. Je me dis d'arrêter de m'agiter et de m'asseoir pour respirer. Dehors, le ciel était d'un gris éteint, signe que la pluie y pensait. Je serrai mon pull autour de mes épaules, entrai dans le salon et me postai près de la cheminée, comme si je pouvais raviver les braises de la nuit dernière rien qu'en les regardant. Un coup frappé me fit sursauter, même si je l'avais attendu sans l'admettre. Un coup sec, puis un second, plus hésitant. J'ouvris la porte à Lucas. Pas de veste cette fois, juste un sweatshirt bleu marine et cette même expression pensive, comme s'il avait parcouru quelques pâtés de maison depuis son appartement, choisissant soigneusement chaque pas comme une phrase. « J'ai fait trop de thé, dis-je, parce que c'était plus facile que « bonjour ». « Viens, tiens-moi compagnie. » Il sourit. « Je peux faire ça. » Nous nous assîmes à la table, la tasse embuée de vapeur. Il posa ses mains à plat de chaque côté de la tasse, les yeux baissés, et j'observais la constellation familière de taches de rousseur sur ses jointures. C'est drôle comme on peut lire une histoire sans mots. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'ai dit hier soir, commença-t-il. La radio passa à une publicité. Quelque part, un chien aboya, puis se ravisa. Il y a autre chose. Je ne voulais pas te le balancer comme ça à 20h et m'enfuir. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un me fait ça, dis-je d'un ton léger, puis j'adoucis mon sourire. Mais j'apprécie la courtoisie. Il leva les yeux, l'ombre d'un rire dans le regard. Tu fais toujours ça, hein ? Dédramatiser un moment sans éteindre le feu. Il secoua la tête. Je ne sais pas comment tu fais. J'ai eu un bon professeur, dis-je, et nous savions tous les deux que je parlais de son grand-père. L'idée de lui se glissa entre nous, son regard rieur, ses ongles huileux, sa façon de lever la main lorsqu'une blague faisait mouche et de dire « La voilà, voilà le rire que je cherchais ». La pièce sembla retenir son souffle. Lucas fouilla dans son sac à dos et posa une petite boîte de présentation sur la table. Le métal était cabossé, le couvercle à charnière usé par le frottement sur les bords. « J'ai trouvé ça hier, dit-il, chez maman, dans le vide sanitaire au-dessus du garage. » Il la posa comme s'il mettait une barque à l'eau. C'était le sien. Ma gorge se serra si vite que je dus avaler 2 fois avant de pouvoir parler. Mon grand-père gardait beaucoup de boîtes, dis-je, même si je connaissais celle-ci de vue, son poids,
le grincement du couvercle à l'ouverture. J'avais enveloppé cette boîte dans du papier de soie et l'avais rangée il y avait près de 40 ans. Comment avait-elle pu migrer ici et là pour finalement atterrir dans un vide sanitaire? On mettait les choses de côté, on se le promettait pour plus tard, et puis les années défilaient pendant qu'on faisait la vaisselle. Ouvre-la, dit-il doucement. Le couvercle se souleva avec un soupir de papier de verre. Je me souvenais. À l'intérieur se trouvaient des liasses de lettres nouées avec une ficelle indisciplinée, certaines enveloppes d'un jaune crème, d'autres d'une fraîcheur hivernale. Dessus se trouvait une photo que je n'avais pas vue depuis des décennies, lui et moi, baignés de soleil, plissant les yeux, debout à côté du vieux pick-up au bord d'un champ dont le foin avait été coupé en rangs nets. J'avais les cheveux plus longs, un sourire insouciant. Son bras était enroulé autour de mes épaules, sa main drapée comme une promesse facile. Je pris la photo. Où as-tu trouvé ça exactement? Maman faisait le ménage et m'a demandé de l'aider. Nous avons trouvé un faux panneau derrière les boîtes de guirlandes de Noël. Elle était coincée là. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas mise là et a pensé que je devrais peut-être te la porter. Il marqua une pause. J'ai lu une lettre. Je suis désolée, je n'aurais pas dû, mais j'avais besoin de savoir si c'était bien ce que je pensais. Je ne demandais pas quelle lettre. J'aurais aimé un fil conducteur menant directement au cœur de quelque chose que j'avais soigneusement rangé, me convainquant qu'elle appartenait à la vie d'une autre femme. Il t'a écrit, dit Lucas d'une voix ferme, l'année précédant ma naissance. Beaucoup. Il ne les envoyait jamais par la poste. J'acquiesçai. Il avait une façon de parler sur le papier quand la bouche lui manquait. Lucas tourna une liasse et la fit glisser doucement, comme un prêtre dévoilant l'autel. Il déposa une lettre entre nous. L'écriture était la sienne, légèrement inclinée vers la droite, en boucle nette et sans honte. Je ne la pris pas. Je n'en avais pas besoin pour l'instant. Les mots étaient restés gravés dans ma mémoire depuis des années. Il a écrit sur ton courage, continua Lucas, sur combien il admirait que tu aies continué à nous choisir, même quand ce n'était pas facile. À propos de la nuit où le camion n'a pas voulu démarrer, et où tu as ri au lieu de pleurer, et comment cela lui avait tout dit sur la vie que vous construisiez ensemble. Il déglutit. Il a écrit sur les choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute. La bouilloire craqua dans l'autre pièce, mais je ne me souvenais pas l'avoir allumée. La pluie, ayant enfin pris sa décision, se mit à murmurer contre le toit. Je veux te dire ce que j'essayais de te dire hier soir, dit Lucas. Mais sache que je ne te demande rien. Je te donne quelque chose, ou j'essaie de te donner. Il posa une autre enveloppe. Celle-ci était adressée à moi, soigneusement imprimée, sans timbre, sans date. Je savais ce que c'était avant même qu'il ne le dise. Il t'a écrit une lettre la semaine précédant son décès, dit Lucas. Elle était au fond de la boîte. Je pense qu'il voulait que tu la trouves un jour, quand le moment serait venu. Il leva les yeux et croisa les miens. Je pense qu'il avait confiance que le bon moment te trouverait. Les mains peuvent être courageuses quand le cœur n'est pas prêt. Les miennes tremblaient lorsque je glissais un doigt sous le rabat. Le papier était fin, l'encre pâle à quelques endroits là où la plume avait dû sauter. Je lus en silence. Lucas resta assis, les yeux baissés, m'accordant la dignité de l'intimité, même dans une petite cuisine où l'air semblait s'être épaissi comme du miel. Émilie, si tu lis ceci, c'est que le temps a fait ce que le temps fait. J'ai écrit ces lignes parce que, parfois, je passais devant la poste et je n'arrivais pas à m'arrêter. Non pas parce que je ne voulais pas que les mots t'atteignent, mais parce que je ne supportais pas l'idée de te lier à mon climat intime, alors que tout ce que je voulais, c'était te protéger du soleil. Il y a une chose que je n'ai jamais dite, car je voulais être fort pour toi. Je savais que tu aurais un second acte. Je l'ai vu en toi le jour où tu as réparé le grille-pain avec un couteau à beurre et une prière. Tu as toujours retrouvé le chemin de la lumière, même quand la carte avait brûlé. Je veux que tu me promettes quelque chose, sans condition, que cela ne te coûte rien. Quand viendra le jour où la maison sera trop silencieuse, que le silence soit une porte, pas un mur. Franchis-la, fais le voyage, apprends-le. Assieds-toi au premier rang, ris, et quand quelqu'un se retournera pour voir qui fait ce bruit, il souhaitera pouvoir s'asseoir à côté de toi. Si tu as besoin d'un signe, que ce soit celui-ci, c'est bon de recommencer, Alex. Les mots se soulevèrent de la page et restèrent suspendus dans l'air entre nous,
comme la vapeur d'une bouilloire, visible un instant, puis faisant partie de la pièce elle-même. J'y posai la lettre sur la table, comme si elle pouvait la blesser, et appuyai ma paume dessus. Je ne pleurai pas. Je m'attendais à pleurer, mais quelque chose de stable s'éleva en moi, comme une main dans mon dos. Lucas s'éclaircit la gorge. Il y a plus, dit-il. Je levai les yeux. Il se redressait, comme s'il avait grandi d'1 pouce pendant que je lisais. J'ai donné ma démission, dit-il. Au cabinet. Il laissa tomber la phrase comme une pierre dans l'eau. Je suis malheureux depuis longtemps, et je disais que je ne l'étais pas. J'ai cru que si je portais la bonne chemise et cochais les bonnes cases, je serais la personne que je devais être. Sa bouche se tordit. J'avais tort. Je fais du bénévolat 2 soirs par semaine au centre communautaire pour du mentorat. C'est la première fois en 2 ans que je rentre chez moi avec cette sensation de respirer profondément. Je l'observai. Je vis la vérité dans la posture plus détendue de ses épaules, sa façon d'occuper la chaise comme si elle lui appartenait, au lieu de lui demander la permission. J'ai peur, dit-il, presque dans un murmure, mais c'est la bonne peur. Il expira. Et je n'arrêtais pas de penser à toi, à comment tu as été là pour moi à chaque carrefour, sans jamais me pousser, juste debout à mes côtés avec une bouteille isotherme et une couverture, au cas où je craquerais. Il se frotta les paumes. Je ne veux pas attendre pour dire les choses. Je ne veux pas laisser les gens que j'aime deviner à quel point j'ai besoin d'eux et ce qu'ils représentent pour moi. Il fouilla de nouveau dans son sac à dos et en sortit une épaisse feuille de papier pliée, les bords légèrement effilochés, comme s'ils avaient été retirés et remis une 12aine de fois. Je t'ai fait quelque chose, dit-il, et il la glissa vers moi. C'était une carte. Je l'ouvris. Ce n'était pas une carte routière avec des autoroutes, c'était nous. Il avait dessiné de minuscules dessins soignés, un poirier avec une balançoire, notre jardin quand il avait 5 ans, un Porsche avec une marche tordue, il promettait de la réparer depuis 10 ans, le petit restaurant avec la tarte au citron meringuée, qu'on déclarait toujours la meilleure de toutes les tartes, puis qu'on oubliait. Sur le côté droit, une vague indiquait la mer, et à côté, un petit phare avec des poutres s'étendant comme des bras ouverts. La dernière partie est la seule qui ne soit pas dans cette ville, dit-il. Il désigna le phare. Tu parlais d'un endroit sur la côte, où tu étais allé une fois avec grand-père. Tu disais que l'eau là-bas avait la couleur du pardon. Je l'ai noté quand j'avais 10 ans, et je ne l'ai jamais oublié. Il s'éclaircit la gorge. Je veux t'emmener là-bas. L'horloge de la cuisine tic-taquait, lente et forte. J'entendais la vieille maison se calmer, le bois parlant au bois. Je regardais la carte, le phare, mon petit-fils qui m'avait apporté une boîte de lettres et le dessin d'une nouvelle route. Et soudain, l'espace entre hier et aujourd'hui se transforma en un pont au lieu d'un gouffre. Je ne prends plus l'autoroute, dis-je, une faible protestation contre ce qui se déployait déjà en moi comme un drapeau. Je sais, dit-il. Je vais conduire. On y va doucement. On choisit la route panoramique, et on s'arrête prendre un café dans les endroits où l'on sert des tartes sous verre. Il fit un signe de tête vers la boîte. On peut en lire une à chaque arrêt, si tu veux. Si je veux. La gentillesse de cette clause fit naître en moi un sentiment de fragilité. Le choix est un amour généreux. Je caressai du pouce le faisceau ancré du phare. Et ton appartement, ta vie, toutes ces routines que tu as érigées comme des barrières ? Il haussa de nouveau les épaules, un garçon avec une lueur d'espoir. Je les aurai encore à mon retour, ou pas. Peut-être que j'en aurai de meilleurs. Il sourit légèrement, franchement. Tu m'as dit un jour que tout bon changement commence par un bon au revoir. Nous étions assis là, sous la pluie légère, la carte en papier, un petit continent de possibilités entre nous. J'imaginais la route qui sortait de la ville comme un ruban, le camion que j'emprunterais à Sofia, elle s'en fiche gravissant les côtes et descendant en roue libre, la radio réglée sur quelque chose qui passe des vieux morceaux sans s'excuser.